Il y a quelque temps, j'ai regardé un dessin animé avec mes enfants. Ce dessin animé, c'était Toy Story. Dans Toy Story, on retrouve Woody, le simple cow-boy, qui est alors le jouet préféré du petit Andy. Tout se passe pour le mieux pour lui jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de Buzz l'éclair, qui est offert au petit Andy pour son anniversaire. Buzz l'éclair, c'est ce super-héros venu de l'espace, venu sauver la Terre, qui a plein de gadgets plus impressionnants les uns que les autres, et qui en plus vole. Ou atterrit avec panache, ça dépend des points de vue. Du jour au lendemain, Buzz l'éclair va prendre la place de Woody dans le cœur du petit Andy et devenir son jouet préféré. C'est vrai qu'étant enfant, je pense que j'aurais fait comme Andy. J'aurais certainement préféré Buzz le technologique, qui veut aller vers l'infini et au-delà, plutôt que le simple cow-boy, qui n'a aucun pouvoir, aucun gadget, mais qui a seulement un serpent dans sa botte. Avec du recul, ce dessin animé, je l'ai vu plutôt comme le reflet de notre société. La technologie a pris une part hyper importante dans notre quotidien. On la retrouve partout, pour nous alimenter, pour nous transporter, pour nous divertir. La technologie a remplacé les modes de vie très sobres de nos arrières et de nos grands-parents et nous a emmenés et nous a apporté tellement plus de confort au quotidien. Mais dans un monde en pleine crise climatique, est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Dans son livre « Vouloir toucher les étoiles », Mike Horn, à sa manière, nous donne quelques clés de compréhension de ce sujet. Mike Horn, en France, on le connaît essentiellement avec ses émissions de survie télévisées. Mike Horn, c'est cet aventurier des temps modernes qui nous fait tant rêver, en tout cas moi personnellement. C'est une personne qui repousse toujours les limites de ce que l'être humain peut accomplir et accomplit de nombreux exploits. Pour ma part, la seule fois où je me sens vraiment un aventurier, c'est quand je me retrouve seul, tout un week-end, avec mes 2 enfants, plein d'énergie. Vous verrez plus tard, vous n'avez pas encore d'enfants certainement, mais vous comprendrez plus tard. Mike Horn, dans ce livre, il nous décrit sa volonté de gravir 4 des plus grands sommets de plus de 8000 mètres, et sans oxygène ni assistance, ce serait trop simple sinon. Dans ce livre, il nous décrit sa motivation, sa longue préparation, il nous décrit également les différentes étapes de ses ascensions, qui durent plusieurs semaines. Et il nous décrit très précisément une zone qui est connue et redoutée de tous les alpinistes. Cette zone, c'est la zone de mort. Cette zone, elle se situe au-dessus de 7500 mètres, et c'est une zone dans laquelle l'oxygène se raréfie, presque divisé par 3, et dans laquelle les conditions sont extrêmes. Arrivé dans cette zone de mort, Mike Horn nous explique la difficulté qu'il a alors qu'il est surentraîné, la fatigue, l'air qui lui brûle les poumons. Tous les signes envoyés par son corps lui disent de faire demi-tour, de partir. Mais sa volonté sans faille et l'adrénaline qui le booste le font continuer à viser ce sommet. Il continue, tant bien que mal, et peu à peu l'oxygène se raréfie. Il perd sa lucidité, il est en pilotage automatique. Il ne contrôle plus rien. Il arrive au sommet, évidemment, et là, spectacle magnifique, hypnotique, il reste. Sauf qu'il est toujours dans cette zone de mort, et ses minutes sont comptées. Il reste jusqu'à même s'approcher très dangereusement du précipice, et risquer d'y laisser la vie. Vous imaginez bien qu'il a écrit ce livre, on le voit à la télé, on le voit partout, il a réussi à s'en sortir, il a eu un dernier sursaut, il a repris le contrôle au dernier moment, et il a réussi à faire demi-tour, et garder un bon souvenir, et surtout, un enseignement de cette expédition, qui pour moi reflète aujourd'hui assez bien notre société. Il nous dit que, effectivement, on peut vouloir toucher les étoiles. Par contre, il est quand même hyper important de garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, notre société capitaliste est basée essentiellement sur une croissance infinie, qui prône ce besoin intime de vouloir aussi s'élever jusqu'à toucher les étoiles. Bon, certains veulent même aller coloniser Mars. En soi, c'est très poétique, mais en réalité, dans les faits, cette croissance s'accompagne d'une course à la technologie, à l'accumulation de biens, plus ou moins utiles. Et malheureusement, sur une planète aux ressources finies, qui ne grandira pas, on ne pourra pas consommer de manière illimitée. Notre mode de consommation aujourd'hui nous fait exploiter de manière totalement déraisonnable les ressources que nous offre notre planète, que ce soit en termes d'énergie, en termes de matériaux. Parallèlement à ça, on dénote une déconnexion totale entre les êtres humains eux-mêmes. C'est paradoxal parce qu'on n'a jamais été autant en réseau qu'aujourd'hui, avec Facebook, Insta, Twitter, j'en passe, et pourtant on n'a jamais été aussi seul, individualiste, et confronté à des inégalités grandissantes. Notre monde, personnellement, moi j'ai été assez choqué quand je me suis rendu compte que j'avais des centaines d'amis sur les réseaux sociaux et que je ne connaissais même pas mes quelques voisins. On est dans un monde plein d'incohérences, qui ne peut pas continuer ainsi de manière durable.
Et ce mode de vie est lourd de conséquences. On a grandement dégradé notre planète, la pollution et les déchets sont partout, sur Terre, sous Terre, en mer avec même un 6e océan de plastique, et maintenant même dans l'espace, avec des milliers de satellites poubelles. Jusqu'où allons-nous aller? Dans son dernier rapport de 2018, le WWF nous annonce qu'en 40 ans, nous avons perdu 60% des animaux sauvages sur Terre. Qu'en 50 ans, on a même dégradé 60% des milieux naturels. C'est des chiffres pharaoniques. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si on dégrade notre planète, nous ne serons pas, et nous ne sommes déjà pas épargnés. Aujourd'hui, les phénomènes climatiques extrêmes s'amplifient, que ce soit en termes d'intensité ou en termes de fréquence. Et vous l'avez certainement vu dans les dernières actualités cet été, avec les inondations en Suisse ou en Allemagne, ou encore les incendies en Grèce. La situation est assez dramatique. Et des experts suivent très régulièrement ces évolutions au niveau international. Ces experts, ils sont réunis autour du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Ces experts étudient toutes les revues scientifiques, tous les rapports, et nous sortent un rapport. Le dernier date de 2014, donc on attendait le nouveau avec impatience. Et on a eu la chance, le 9 août dernier, de pouvoir avoir ce 6e rapport sur l'évolution du climat. Malheureusement, il a été un petit peu mis de côté dans l'actualité. Il a aussi été concurrencé par un autre événement international majeur, l'arrivée de Messi au PSG. On me dirait mauvais timing. Dans ce rapport, il y a un graphique qui représente assez bien la conclusion principale du GIEC. Ce graphique, c'est celui-ci, il présente l'évolution de la température sur Terre depuis l'ère pré-industrielle, donc 1850 jusqu'à aujourd'hui. On remarque en bas l'évolution naturelle de la température sur Terre. Et on remarque en orange l'évolution de la température avec impact de l'homme. Les images se passent presque de commentaires. Aujourd'hui, le GIEC nous informe, même si on s'en doutait un peu, qu'il est maintenant indéniable que le réchauffement climatique et que les dérèglements climatiques associés sont dus à l'activité humaine. Et pourtant, dès 2015, à la COP21 et les accords de Paris, les États s'étaient engagés à maintenir bien en deçà de plus 2 degrés, avec un idéal à plus 1,5 degré, l'augmentation de la température sur Terre. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à plus 1,1 degré. Et selon les estimations du GIEC, nous allons atteindre certainement, d'ici la fin du siècle, plus 2,7 degrés, avec les scénarios les plus pessimistes qui nous emmènent à plus 5 degrés. Alors oui, vous me direz, c'est cool, on va avoir plus chaud, on paiera moins de chauffage, ce sera tout le temps l'été, sauf que dans les faits, ce n'est pas ça. Dans les faits, il ne faut pas confondre l'évolution du climat, qui est planétaire, globale, et l'évolution de la météo, qui elle est très locale et ponctuelle. Les équilibres qui animent notre planète, aujourd'hui, sont complètement perturbés. Quelques chiffres encore que nous donne le GIEC, ils nous disent que entre 1,5 et plus 2 degrés, il y a une différence énorme. Pourtant, c'est que 0,5 degré d'écart. Mais ce 0,5 degré d'écart, il provoquera 200 millions de morts climatiques supplémentaires. Il provoquera une augmentation, une multiplication par 2 de la biodiversité, de la perte de la biodiversité. Et il provoquera une multiplication par 2 également de l'élévation du niveau des mers. Chaque degré compte, chaque dixième de degré compte. Et à titre d'information également, plus 5 degrés, et c'est un chiffre qui marque, plus 5 degrés pour le corps humain, c'est tout simplement la différence entre la vie et la mort. Boris Johnson a introduit la dernière COP26 à Glasgow, qui s'est terminée il y a quelques semaines, en disant « Nous sommes au bord du précipice ». Quand on voit les résultats désastreux de cette COP, on peut s'interroger sur les intentions de nos gouvernements. Ils doivent certainement avoir des parachutes. Aujourd'hui, la situation de notre société est un petit peu comme celle de ces alpinistes. Nous voulons atteindre des sommets, nous sommes dans cette lente ascension, sauf que je pense que ça fait quelque temps qu'on est déjà dans cette zone de mort. Comme Mike Horn, on s'approche dangereusement du précipice. Et du coup, il est important d'agir. Agir pour tenter d'éviter le précipice, a priori, ça va être compliqué. Donc au moins tenter de limiter la chute. Je vous ai dit tout ça, effectivement, vous connaissez certainement la plupart de ces chiffres, vous êtes sensibilisés sur la plupart de ces données, mais c'est important de le rappeler. Parce que si on n'a pas en tête le pourquoi agir, on ne pourra pas identifier vraiment comment agir. Et ce qui est important pour moi aussi dans ce rapport du GIEC, même si les conclusions sont assez accablantes, même flippantes, c'est que même s'ils estiment que nous sommes responsables du dérèglement climatique,
Ils estiment qu'il est encore temps d'agir, et que l'on peut et qu'on doit agir. Churchill a dit un jour « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge ». Je crois qu'aujourd'hui, on serait plutôt bien avisé d'écouter ces conseils. Alors au point où on en est, on va avoir plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On va pouvoir se dire que tout est foutu, on ne change rien, et là, on peut en profiter. On arriverait certainement sur un avenir qui ressemblera à Mad Max. A l'inverse, on peut se dire, on va tout changer, nos modes de vie. On va manger des baies, on va aller vivre en forêt, se balader tout le temps nu. Oui, j'en vois à qui ça ne déplairait pas forcément. Mais ce n'est pas forcément le plus simple. La troisième solution, c'est se dire, la technologie va nous sauver. Notre créativité sans limite trouvera forcément les solutions quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, ces trois solutions connues ont toutes leurs limites. La première n'est pas forcément très réjouissante. Se battre au quotidien pour quelques ressources ne fait pas forcément rêver. La deuxième serait plutôt idéale. C'est celle qui a le moins d'impact sur l'environnement, mais complètement à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on est prêt à vivre, donc irréalisable. La troisième, comme on l'a vu tout à l'heure, se base uniquement sur la technologie et l'utilisation de ses ressources. Et dans un monde aux ressources limitées, c'est également impossible. On peut faire illusion un temps, mais ce n'est pas durable. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on fait quoi aujourd'hui alors? Si aucune des solutions qu'on connaît ou qu'on a identifiées n'est viable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit aux possibilités, aux actions qu'on peut mettre en œuvre. Certaines ont déjà été éprouvées, certaines sont connues. Il y a de nombreuses possibilités, d'autres sont encore à inventer. Mais le plus important, c'est de changer le système dans lequel on est actuellement. Notre système actuellement n'est pas pérenne. Et pour ça, il faut qu'on invente collectivement un nouveau récit. Ce nouveau récit, il doit être en accord avec les limites planétaires, bien évidemment, mais également les limites humaines. Ce nouveau récit, il devra être basé sur des valeurs fortes d'entraide, de solidarité. On l'a vu notamment lors des premiers confinements l'année dernière pendant le Covid. Nous n'avons jamais été aussi soudés et solidaires entre nous. Il devra évidemment se baser sur un comportement sobre dans tous les usages de notre vie. Et il devra évidemment passer par un retour à la nature, enlever cette déconnexion qui petit à petit s'est mise en place. Le troisième pilier fort de ce nouveau récit, évidemment, ce sera l'innovation. L'innovation, on ne peut plus s'en passer, la technologie non plus. Par contre, il va falloir apprendre à l'utiliser à bon escient, au bon moment, au bon endroit, et développer notamment des solutions vertueuses qui peuvent être basées par exemple sur tous les systèmes de low-tech. Ce nouveau récit, il prendra sens s'il nous fait vibrer. À nous de trouver collectivement les solutions qu'on souhaite mettre en place, qu'on peut mettre en place, et de trouver ce nouveau récit qui arrivera à fédérer un maximum de personnes. Le plus important est de commencer, de faire le premier pas et d'oser pour aller vers ce changement. Personnellement, ce changement a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Même si, dès le début, enfant, je rêvais de sauver le monde, d'être pompier, vétérinaire. Bon, après un stage chez un vétérinaire, j'ai vite changé d'avis. Au final, je me suis orienté vers des études en environnement, et c'est comme ça que je suis arrivé à l'association Énergie Solidaire. Au sein de cette association, je mène des actions d'accompagnement sur la transition énergétique sur le nord des Yvelines. Aujourd'hui, l'énergie, elle est essentiellement vue, pour la plupart d'entre nous, comme une facture, une charge à payer à la fin du mois. Sauf que l'énergie, aujourd'hui, c'est la cause principale de la situation dans laquelle on est. L'énergie au niveau mondial utilisée provient essentiellement de ressources fossiles, qui sont fortement émettrices de CO2, ce gaz qui augmente le phénomène d'effet de serre qui, à la base, nous est naturel et vital. Aujourd'hui, le taux de CO2 dans l'atmosphère explose tous les compteurs et tout ce qu'on a connu. Il n'a jamais été aussi élevé depuis 2 millions d'années. Alors, au quotidien, j'accompagne les entreprises, les collectivités, les particuliers qui souhaitent s'engager dans cette transition énergétique. Et mon boulot a une forte valeur autour de la vulgarisation, de l'accompagnement, d'aller chercher les gens parce que, de prime abord, le thème de l'énergie n'est pas forcément quelque chose de super sexy. Alors avec mon équipe, on a cherché, on a réfléchi à comment faire pour engager dans la transition énergétique, donner envie aux gens. On a réussi à trouver une idée sympa, un jeu pédagogique. On a créé un escape game pédagogique sur le climat. On a kiffé, on s'est fait plaisir, on a tenté des choses et maintenant ça marche. On a trouvé une solution qui nous fait vibrer. Personnellement, j'avais l'impression de faire ma part jusque-là. Mais j'ai eu 2 événements dans ma vie qui ont été un vrai déclic.
Le premier, et comme beaucoup de gens, c'est une vraie perturbation, c'est l'arrivée de mes enfants. L'arrivée de mes enfants m'a fait me poser les vraies questions, ce que je voulais pour eux, ce sur quoi j'étais prêt à agir et pourquoi. Parce que maintenant, je ne devais plus uniquement m'occuper de ma personne. J'avais en responsabilité la vie de 2 petits êtres qui comptaient sur moi. Le deuxième, c'est une conférence de Pablo Servigne sur la collapsologie. Vous en avez certainement déjà entendu parler, certainement vu la fameuse série sur Canal. La collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Et dans cette conférence, il nous explique à quel point notre mode de vie est lié aux énergies, et notamment les énergies fossiles, et à quel point, du jour au lendemain, tout peut s'effondrer, comme un château de cartes. Assez flippant. Ça a été un choc pour moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre après cette conférence. Sauf qu'après ça, après passer la phase de déprime, j'ai voulu remonter la pente, j'ai dit il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse et maintenant. Il faut que je trouve une solution pour avoir plus d'impact, pour changer les choses plus en profondeur. Et du coup, je n'avais pas l'âme d'un militant, je me suis plutôt orienté vers la politique. Mais la politique au niveau local, conscient que ce n'est pas nos gouvernements qui allaient changer les choses. Du coup, je suis élu depuis juillet 2020 au sein de ma petite commune, dans les Yvelines. Et après être entré en transition, j'essaye de faire entrer ma ville et ses habitants en transition, vers un territoire qui soit plus résilient face aux chocs qui s'annoncent, et tenter d'écrire avec ses habitants, avec nos habitants, un nouveau récit collectif qui sera plus durable. Aujourd'hui, je suis toujours en transition. Vers quoi, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je suis en transition vers quelque chose qui m'épanouit, et dans lequel j'ai l'impression de faire du bien à mon environnement, que ce soit la nature ou bien mes relations humaines, ce qui est parfois le plus difficile. J'ai osé, et j'ai trouvé du sens dans tout ce que j'entreprends au quotidien, et notamment assurer un avenir meilleur pour mes enfants. Mike Horn a dit qu'il existe à l'intérieur de nous encore de nombreux territoires à exploiter. Nous connaissons très mal nos capacités, et que finalement, contrairement à ceux de notre planète, il existe des territoires infinis à explorer. À la fin du premier Toy Story, Woody a osé. Il a exploré ces territoires, a trouvé des solutions et au final, s'en est plutôt bien sorti avec son serpent dans sa botte. Il est devenu ami avec Buzz, ils rendent heureux le petit Andy et ensemble, ils oseront l'infini et au-delà. Nous aussi aujourd'hui, osons l'infini et au-delà. Parce qu'en réalité, nous avons une infinité de possibilités pour aller au-delà de tout ce que l'on connaît aujourd'hui.